François Delbos, qui est médecin au SDIS, un des 7 médecins, c'est ça, hein? Vous êtes 6 équivalents temps plein, donc 7. 5 équivalents temps plein, en fait on est 6, oui. Oui, c'est ça, voilà, exactement, exactement. Vous êtes 6 médecins. Et donc vous allez nous décrire un peu comment ont évolué les missions des pompiers, les missions du SDIS. Tout à fait. Au fil du temps, parce qu'il a fallu s'adapter un peu à la manière dont lui-même a évolué le système de santé français. Et vous avez joué les pompiers de service, hein, on peut le dire comme ça. En fait, voilà, c'est tout le thème de cette présentation. Je vais d'abord vous présenter un petit peu le monde pompier, hein, parce que même si nous travaillons ensemble, la santé et le préhospitalier, dont le domaine des pompiers, bien souvent, l'image qu'on peut avoir les uns des autres sont souvent un peu biaisées. Donc on va faire une petite partie historique sur le pompier, sur le secours, et puis toutes ces évolutions et ces adaptations que les pompiers se sont emparés, dont les pompiers sont emparés pour essayer de pallier certaines difficultés depuis une quarantaine d'années. On le résumait tout à l'heure ensemble. La formule m'est venue spontanément, mais vous êtes passé en 40 à 50 ans du brancardier au soignant, en gros. Hein. C'est ça. Ouais. On peut le dire. Et c'est comme cette évolution-là qu'on va décrire et qu'on va suivre. Tout à fait. Donc moi personnellement, je suis donc médecin, formation généraliste et urgentiste initialement. J'ai été pendant 10 ans praticien hospitalier dans un service d'urgence et de SMUR. Après, je suis parti quelques années à la campagne. J'ai fait aussi du rapatriement international. Et par ailleurs, depuis plus de 20 ans, je suis médecin pompier volontaire. Et il y a 7 ans, j'ai eu l'occasion de croiser un ancien ami, médecin-chef d'un gros 10, qui m'a proposé de rentrer en tant que professionnel. Et donc depuis 7 ans, je suis médecin de sapeur-pompier professionnel. Voilà. Actuellement, médecin-chef adjoint au service de santé du SDIS de l'Ain. Donc, je vais, dans le cadre de cette journée, je vais aborder avec vous donc, ce sujet qui est la prise en charge des victimes par les pompiers. Alors on ne va pas parler tout de suite de secours, mais je vais quand même tout d'abord vous présenter un petit historique sur le monde des pompiers, parce que pour comprendre ces particularités, ou plutôt ce qui est dans le gène du pompier, à savoir l'adaptation, l'anticipation et l'adaptation, mais en général c'est principalement l'adaptation, il faut connaître un petit peu qu'est-ce qui a fait que les pompiers sont des sapeurs-pompiers. Alors, l'histoire, petite histoire de pompiers. Déjà, à partir de quand est apparu le terme pompier? Hein, parce qu'on se dit, pompier, il y en a peut-être eu en préhistoire, ben, pas du tout. C'est assez récent dans la langue française. Avant le Moyen-Âge, qui s'occupait des feux, des incendies? Ben, en fait, personne et tout le monde. Personne et tout le monde, ce qui a laissé place à des grandes catastrophes pour des cités qui prenaient de l'ampleur hein, depuis l'Antiquité. Souvenez-vous, l'incendie de Rome, par exemple. Rome qui a été effacée à cause d'un incendie. Donc il n'y avait pas d'organisation, pas de structure. Et puis c'est à partir du Moyen-Âge où les choses ont commencé à structurer un petit peu, avec tout d'abord des milices qui, en plus de leur activité de police, ces milices se sont organisées pour traiter les feux d'habitation, souvent accompagnés, même dirigés par les édiles des cités, accompagnés de professionnels du bâtiment, des architectes, pardon, des maçons, des charpentiers, tous ces professionnels donnant des instructions sur la meilleure manière de combattre les incendies. En plus, l'architecture était compliquée, tout était imbriqué, les maisons, vous voyez un petit peu le vieux Bourg-en-Bresse hein, et toutes les anciennes cités médiévales. À partir du moment où une maison prenait feu, ben, c'est tout un quartier, voire même toute la cité qui pouvait partir en fumée. Il a fallu déjà élaborer une science, une technique. Donc voilà, adaptation, déjà à l'époque. Et première adaptation, pour la petite histoire, c'était retrouver des ressources. Parce que si on avait des maçons, des charpentiers, à eux seuls, ils ne pouvaient pas tout faire. Donc, pour les petites histoires de pompiers, par exemple, la journée, une des populations les plus faciles à trouver en guise de main-d'œuvre, c'était les moines.
que vous voyez sur cette illustration. Donc la journée, on faisait souvent appel, quand il y avait des monastères à proximité, on faisait appel aux moines pour les extinctions d'incendies. La nuit, dans les cités, une des populations qui était facile à trouver, on ne le dit pas assez, peut-être il faudrait dire plus, ce sont les filles de joie. Dans certaines grandes cités, les filles de joie étaient sollicitées pour faire les chaînes de seaux d'eau jusqu'à l'incendie. C'était les premières à être au contact avec les flammes. Voilà, c'est pour la petite histoire. Les choses ont bien sûr bien évolué. Progressivement, les milices se sont transformées en troupes communales. Et ces troupes communales avaient pour fonction, toujours sous la direction de corps de métier, de saper des habitations, de saper le feu. À partir du moment où une maison commençait à brûler, il fallait essayer de découper tout ce qu'il y avait autour, hein, et laisser la part du feu, expression qui existe toujours. On sapait le feu pour éviter qu'il ne progresse au reste du pâté de maison. À partir de là, on ne parle toujours pas de pompiers, en fait. On a bien parlé de moines, de prostituées. Milices. Après, il y a eu des guets, des guets de jour, des guets de nuit. Pour entendre parler le mot de pompier, il faut attendre en fait la première moitié du XVIIe siècle, où les premières pompes à bras sont apparues, venues remplacer les seaux d'eau et des énormes seringues qui servaient à asperger de l'eau sur les incendies. Donc on a eu les premiers garde-pompes, fin du XVIIe, puis garde-pompe, pompier. Et le terme sapeur-pompier est véritablement apparu grâce à Napoléon Ier, en tout cas, ou à cause de l'incendie, 2 ans plus tôt, de l'ambassade d'Autriche à Paris. Donc en 1811, Napoléon Ier a créé le bataillon des sapeurs-pompiers de Paris. Le terme a été repris par la suite, et voilà. Donc, adaptation de corps communaux progressivement, et puis des siècles d'avant, il y a quelques dizaines d'années, l'apparition de corps départementaux tels que nous le connaissons actuellement. Et le secours dans tout ça, bon, le secours, il faut dire qu'il s'est toujours adapté en fait à l'évolution de la médecine. Hein, le secours n'est pas spécifiquement du soin, quoique nous le verrons tout à l'heure, mais depuis les prêtres, prêtresses, les soigneurs égyptiens, eh bien, à chaque fois, on va dire, des personnes ont essayé d'appliquer les traités, les recommandations de tous ces grands découvreurs de la médecine, que ce soit donc Hippocrate, Galien, plus proche de nous, Ambroise Paré, Pasteur, voilà, les gestes de secourisme, on verra tout à l'heure d'où ça vient, qui n'avait pas encore ce nom en fait. Donc il fallait essayer d'appliquer les principes de la médecine sans en avoir toutes les connaissances. Hein. Et donc il y a eu des moines, il y a eu des ordres de chevaliers qui se sont organisés pour apporter des secours déjà sur les champs de bataille. Il fallait s'occuper des blessés sur les champs de bataille, c'était les moines, et puis certains ordres de chevaliers. Et puis, bon, pour la petite histoire, il y a aussi Henri Dunant, mais ça, on reviendra un petit peu, Henri Dunant et puis l'évolution de l'entre-deux-guerres, on verra tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot secouriste, en fait, d'où il vient? Il vient du XVIIIe siècle. Originellement, le mot secouriste, c'est quelqu'un qui apporte le secours. Il ne faut pas voir dans le terme secours celui qu'on connaît aujourd'hui. Le secours, c'était l'apport d'une aide, mais d'une aide morale, spirituelle. Hein, le secours de Dieu, le secours des moines. Et donc, le secouriste, 18e, pardon, c'était, ouvrez les guillemets, celui qui fait subir en guise de secours des tourments aux convulsionnaires au cimetière Saint-Médard. Fermez les guillemets. En fait, il s'agissait plutôt de pratiques sectaires à l'endroit où fut enterré en 1727, avec un pauvre parmi les pauvres, le diacre François de Paris. C'est un monsieur qui a été vénéré, adulé par une
partie de la population. Et il faut savoir que dans les années qui ont suivi son enterrement, il y a des femmes qui allaient sur sa tombe et qui subissaient les pires sévices, et elles se faisaient violenter par des jeunes hommes appelés les secouristes. Pratiques sectaires qui ont, peut-être pour les déposséder, pour les soigner à l'époque, mais qui ont vite été interdites par le roi, puisque le cimetière a été fermé par le roi Louis XV en 1732. Donc les choses vont changer, et puis c'est à partir de 1892, avec la création de la Société des secouristes, que les lettres de noblesse du secourisme français vont véritablement apparaître. Voilà, donc Henri Dunant a développé le secourisme à l'international sur des théâtres de guerre, comme on le sait. Il y a eu des soins infirmiers, des soins médecins, et puis de premiers brancardages, il fallait faire également des gestes de secourisme. Donc la Croix-Rouge a également, sur le terrain, apporté grandement au secourisme. Par contre, en France, jusqu'en 1967, qui s'occupe du secours dans les grandes villes? C'est Police Secours. Avec des moyens, somme toute rudimentaires, mais jusqu'en 67, où là on a dit, bon, les pompiers, vous connaissez le feu, vous occupez des asphyxiés, vous occupez des blessés dans les incendies, les catastrophes, eh bien vous allez vous occuper également du secours. Voilà. Ça, c'est l'histoire du secours. Alors aujourd'hui, quand on fait allô les pompiers, la petite animation n'a pas marché, c'est pas très grave. En fait, on appelle les pompiers pour plein de choses. Plein de choses, hypoglycémie, fusillade, explosion, accident d'avion, inondation, carence d'ambulance, une personne agitée, une personne perdue, des nids de guêpes, etc. Aujourd'hui, la fonction d'un SDIS, elles sont claires, établies. Un SDIS, les SDIS concourent à la protection et à la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels. Ils doivent assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Ils préparent les mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours. Ils font la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile. Et enfin, ils participent au secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi que de leur évacuation. Ça, ce n'est pas moi, mon invention, ce sont les textes de loi. Voilà, donc les choses sont bien encadrées. Et pas que par ce texte, par différents textes, je vous les citerai, je ne veux pas vous les détailler parce qu'on en a pour toute une journée. Mais tout cela pour pouvoir apporter une réponse graduée. Parce que grâce à la proximité, la densité de nos casernes et à la rapidité de la mise en œuvre des équipes sur le terrain, on va apporter, en tout cas au niveau du secours, de proximité, la meilleure solution. Il y a un maillage qui est incomparable en fait, du territoire. Tout à fait. Ouais. On a une soixantaine de casernes sur le département, Ouais. plus des corps communaux. Ouais. C'est énorme. C'est une toile d'araignée qui se plaque sur un département. Ouais. Pour l'Ain, ce sont 3000 pompiers du corps départemental et on a encore des communaux. On dispose de 2000 pompiers de corps communaux supplémentaires, jusqu'à 5000 pompiers sur votre département. Mais cette réponse graduée va demander de la technicité et beaucoup de technicité. Parce que si la base du métier, c'est l'incendie, le secours routier, les opérations diverses, le secours à personne, il faut savoir qu'au sein du corps, on a beaucoup de spécialistes, spécialistes du feu de forêt, des spécialistes de secours en milieu périlleux et montagne, sauvetage des blêments, je vous passe, RCH, c'est le risque chimique, le risque radiologique. On a même depuis peu des spécialistes en pilotage de drones pour les reconnaissances, les recherches de personnes. Voilà. Et puis on a des spécificités, le commandement, ça s'apprend. En fait, hein, c'est pas inné. On a des opérateurs qui répondent au 18, c'est une formation spécifique. Les gens du GRES, c'est des groupes de recherche et d'extraction. D'extraction et de sauvetage en cas d'attentat. Depuis les attentats de 2013, les pompiers ont mis en point des équipes spécialisées pour aller récupérer les gens. Ce sont des pompiers équipés en casque balistique, en protection balistique. Voilà. Donc tout ça, ça s'apprend, ça demande de la formation,
beaucoup de formations, beaucoup d'investissements. Il y a des exercices, réguliers, notamment dans des lieux publics importants du département. Tout à fait, régulièrement, des entraînements sécurité civile organisés par la préfecture. Voilà. On ne fait bien que ce qu'on a l'habitude de faire. Et nous, on aime bien au Progrès quand vous le faites parce que ça permet de faire des belles photos et en même temps, on sait que c'est de l'exercice. Donc la vie, il n'y a pas de vie en jeu. Mais en tout cas, on vous voit en situation, en action, et c'est toujours intéressant de le faire. On se prépare. Et ça intéresse tout le monde en fait. Tout à fait. Enfin, j'espère. Oui. Et si la base du métier de pompier, si tout cela demande beaucoup de technicité, ça va derrière entraîner forcément une activité qui va s'amplifier. Et s'amplifier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je vous parlais du guet, je vous parlais de ces milices, de ces corps communaux, puis départementaux, qui se sont structurés au fil du temps. Aujourd'hui, l'activité, par exemple au niveau national, l'activité des pompiers, c'est quoi? C'est plus de 4,5 millions d'interventions par an, avec une prépondérance aujourd'hui du secours à personne. Une activité du secours à personne qui ne cesse de progresser depuis 20 à 30 ans. Aujourd'hui, si on regarde bien, je vais revenir en arrière, pardon, si on regarde bien, plus de 80% de l'activité des pompiers, c'est de l'ambulance. C'est du secourisme. 10%, c'est de l'incendie. Déjà, il a fallu s'adapter, depuis quelques années, il a fallu s'adapter par rapport à ce qui s'est imposé, en fait, aux pompiers. Là, c'est un autre schéma qui vous montre depuis 2003 la progression du secours à personne. On avait 2 millions d'interventions secours à personne en 2003. En 2017, on est à 78%. On a plus que doublé le chiffre. Alors, les pompiers s'adaptent. Ils s'adaptent et là, ce sont quelques textes, je ne vais pas les détailler, hein, mais ce sont des textes, si certains sont intéressés pour aller les voir, qui vont structurer décennies ou décades après décades les services départementaux, la pratique du secourisme, avec les premières ambulances dans les années 60, le fameux VSAB. Et on parlera de VSAB pour secours aux asphyxiés et blessés. Et vous verrez qu'aujourd'hui, la dénomination a changé. On parle de VSAV pour du secours aux victimes. On change de secteur. Voilà, donc les pompiers se sont adaptés. Et petit exemple d'adaptation, très simple, c'est rudimentaire, c'est presque simplexe, mais ça, ce sont les ambulances des années 60. Un siège, un brancard, qui n'est même pas tout juste extractible de la cellule du VSAV. Hein, les fameux tubes, et puis les ambulances nez de cochon, les Peugeot. Ce sont les VSAV d'aujourd'hui qui remplissent toutes les normes sanitaires, réglementaires qui nous sont demandées. L'équipement est conséquent. Il faut savoir par exemple que tout l'équipement d'un VSAV, c'est environ un budget de 15 000 €. Nous avons, si je ne me trompe pas, entre 50 et 60 ambulances sur le département. Dont certaines qui ont été livrées très récemment. Hein. Il y a une livraison de véhicules tout neufs. Voilà, c'est un renouvellement. Ouais. Un renouvellement de véhicules, puisque, vétusté, il faut toujours anticiper ce genre de choses. Ces VSAV donc, et ces interventions sont assurées par des personnels formés, équipés, et les VSAV actuels, voilà. Et aujourd'hui, il va falloir encore et encore s'adapter. Pourquoi tout cet exposé pour aujourd'hui dire que nous évoluons, vous le savez plus que moi, dans un contexte médical, paramédical, de soins très compliqués, qui a des répercussions en amont. Beaucoup de répercussions en amont, vous le savez. On
on a des difficultés aussi au niveau des transports sanitaires privés, non pas dans les villes, mais surtout dans les milieux ruraux. Et il y a aussi une évolution qu'on peut dire légitime par rapport à la demande de l'usager, une évolution sociétale en quelque sorte. Et donc, il a fallu encore et encore s'adapter. Et aujourd'hui, on a essayé dans un premier temps plutôt de s'adapter sur le plan, on va dire, qualitatif. Qualitatif en faisant évoluer, on s'est adapté en faisant évoluer le secourisme d'il y a quelques années encore à ce qu'on appelle le secours d'urgence aux personnes, le SUAP. Et ce SUAP, c'est dernièrement, il y a peu de temps, il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, c'est de nouveau adapté pour des standards internationaux, ceux de l'ABCD. Alors l'ABCD, c'est quoi? C'est les termes anglo-saxons pour dire les voies aériennes, la respiration, la circulation cardiovasculaire, les capacités neurologiques et puis l'exposition à l'environnement. Et dernièrement, il y a un X qui a été rajouté pour exsanguination depuis les attentats de Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la différence entre avant et après? Parce que somme toute, c'est l'hémorragie. Exsanguination, c'est l'hémorragie massive. C'est l'hémorragie massive. Qu'est-ce qui change depuis on va dire, l'ancien secourisme? Peu de choses et en fait tout. On faisait déjà à peu près la même chose auparavant, sauf qu'aujourd'hui, on traite en priorité ce qui tue. Traiter ce qui tue en premier. On commence par, effectivement, quelqu'un qui saigne de manière abondante, il va falloir stopper. Quelqu'un qui n'a plus de sang, on ne peut pas le sauver. Donc on va essayer de stopper l'hémorragie. Ensuite, quelqu'un qui ne peut pas respirer, on aura beau essayer de faire un massage cardiaque, le temps qu'arrivent d'autres secours, des moyens complémentaires, des moyens médicaux. Masser quelqu'un qui ne ventile pas, c'est comme quelqu'un qui ne respire pas, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et à chaque fois, on s'arrête et on traite le problème avant de passer au problème suivant. Donc, sur le papier, ça change rien, sur la pratique, ça change tout. Et ces formations, je vous ai expliqué que la technicité avait évolué, les compétences évoluent en termes de grandeur, et tout ça demande des connaissances accrues. Il faut savoir que ce sont 2 pavés qui doivent être appris par nos pompiers, en plus de tout ce qui est incendie, secours routier, en plus. Et vous, je prends conscience du fait qu'au-delà des missions que vous assurez sur le terrain de secours, vous, en tant que médecin, vous coordonnez avec les autres médecins du SDIS ces formations? Voilà. Oui, c'est-à-dire, oui, tout à fait. On valide en fait tous les processus de formation qui sont effectués par des formateurs. C'est-à-dire que sur la petite grille de spécialisation et spécificité, il y avait également les formateurs. C'est un groupe des instructeurs, des formateurs qui sont là pour former leurs collègues sur le terrain. Et ils font le lien entre, on va dire, la connaissance et l'application sur le terrain. Entre le sachant et l'exécutant. Mais aujourd'hui, toutes ces compétences, elles ne sont pas suffisantes. Je vous ai dit le contexte. Aujourd'hui, surtout dans les milieux ruraux reculés, isolés, où les interventions, malgré tout ce que veulent faire les différents gouvernements, les délais s'allongent, ou alors le médecin de campagne, on n'en a plus, des infirmières locales, on n'en a plus, ou plutôt on essaye de les récupérer dans nos casernes pour qu'elles agissent de manière régulière. Et aujourd'hui, cette problématique de système de soins, eh bien, on a essayé de la gérer avec la loi Matras. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Matras? Elle dit que on va donner la possibilité aux pompiers d'accéder à certains actes de soins. Alors, pas des actes techniques d'une complexité énorme, mais des choses qui sont assez accessibles et faciles à mettre en œuvre. Je me permets de préciser une chose, tout ça a en toile de fond, vous l'avez dit, mais c'est bien de dire le mot, tout ça en toile de fond, la désertification médicale à laquelle les pompiers pallient. En fait. C'est une adaptation à quelque chose qui s'est imposé à nous. D'accord? C'est pas, on va voir ce qui se passe chez les pompiers et puis les aider. C'est les pompiers se sont
ont pris en main cette situation et bon, avec l'aide d'élus, avec l'aide de certaines personnes du système de soins, on a réussi à mettre en place tout ceci. Le texte de loi, il précise déjà tout ce qui est fait, la prise de température, la glycémie, l'administration d'oxygène, les scores de gravité, le taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone. Ça, c'est des choses qui sont plus ou moins faites et qui sont maintenant déjà bien établies, écrites. Bon, ça, c'est pas révolutionnaire. Par contre, ce qui est révolutionnaire, c'est après les gestes thérapeutiques ou diagnostiques qui sont effectués sur prescription du régulateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne la possibilité aux médecins régulateurs de prescrire par téléphone à des pompiers formés, entraînés, l'administration d'aérosols, pour des situations d'asthme aigu, pour des douleurs aiguës, l'administration par voie orale ou intranasale de produits médicamenteux, en cas d'overdose par exemple, ou en cas de douleur aiguë. Demain, nos pompiers pourront administrer des opiacés par voie nasale, de la morphine par voie, enfin des dérivés de morphine par voie nasale. C'est des pratiques médicales qu'ils exécutent par délégation. Aujourd'hui, c'est interdit, c'était de la pratique médicale, de la pratique de soins. C'est ça. Ouais. D'accord ? Donc c'était interdit. Demain, après formation, et entraînement et validation par un diplôme, ce sera autorisé. L'adrénaline, attendre 30 minutes quelqu'un en choc allergique, quelqu'un qui peut mourir en 5 à 10 minutes, attendre 30 minutes un moyen médical, ce sont des morts qui seront en moins dans ce décompte morbide. D'accord ? Voilà, traiter aussi des hypoglycémies par des injections du glucagon. Et puis, et ça va se mettre en œuvre très rapidement sur le département. Vous l'avez vu, puisque nos infirmiers sont déjà en capacité de le faire, très rapidement sur le département. Quand je dis très rapidement, c'est de l'ordre d'un an ou deux. Nos pompiers seront en mesure, avec leur matériel dans les ambulances, de réaliser, sur demande du régulateur, des électrocardiogrammes, permettant à celui-ci on va dire, de choisir au mieux, et en fonction de ses effectifs médicaux, de SMUR, pouvoir choisir vers telle ou telle personne, il enverra son équipe. Économie de moyens et surtout efficacité, on va cibler un peu mieux les personnes nécessitant des soins particuliers. La télémédecine, pour ceux qui ont vu un petit peu les démonstrations, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est déjà là. C'est déjà là. Nous sommes déjà dans un monde de télémédecine au niveau des pompiers de l'Ain et quasiment tous les départements de France. Ce sont des bilans numérisés, ce sont des bilans qui sont télétransmis aux régulateurs. Nous sommes plus que les yeux, les oreilles. Aujourd'hui, on parle d'une chaîne de secours, de maillons. Hein, les secours, depuis l'accident jusqu'à l'hospitalisation, jusqu'à la sortie de l'hôpital, ce ne sont rien que des maillons de chaîne. Nous nous sommes adaptés pour renforcer les maillons de cette chaîne. La numérisation en fait partie. Demain, les actes de soins en font partie. Et pour terminer, il me reste 2-3 minutes, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, le service de santé et de secours médical. Aujourd'hui, pour rappel, 12 500 professionnels de santé, des professionnels de santé, sont au sein des corps de sapeurs-pompiers. Il y a des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des vétérinaires. On a des cadres de santé pour gérer aussi tout ceci. Nous avons des psychologues avec des unités de soutien pour nos pompiers et de manière exceptionnelle à la demande du SAMU, venir en aide aux cellules d'urgence médico-psychologique du SAMU. Tous ces personnels, ils sont là d'abord pour les pompiers, mais ils sont aussi, dans le cadre du secours, un deuxième maillon supplémentaire renforcé et d'une extrême efficacité en attendant des équipes médicales de réanimation. Petit rappel, les protocoles infirmiers de soins et d'urgence, c'est quelque chose qui est mis en place depuis 20 ans. Alors, pour certains professionnels de santé, on peut entendre depuis quelques jours, il se passe le congrès d'urgence, le congrès des urgences à Paris, on peut entendre dire que certains grands CHU,
Paris, alentour, ont découvert une nouvelle manière pour essayer de pallier le problème démographique médical au sein des urgences également, c'est d'envoyer des infirmiers. Ils ont inventé des infirmiers protocolés avec une mallette de télémédecine. Voilà. Bon, c'était juste pour rappeler à ces gens qui ont pendant 20 ans ont décrié cette pratique au sein des pompiers que nous le faisons depuis 20 ans. 250 000 interventions par an par les agents du service de santé et de secours médical en France et plus de 150 000 PISU, protocoles infirmiers et de secours d'urgence faits par an en France par nos infirmiers de sapeurs-pompiers. Voilà, c'est un exemple de protocole. Ce sont des protocoles qui sont appliqués dans des situations précises selon des critères précis. Nos infirmiers ne font pas tout et n'importe quoi. Ce sont des prescriptions anticipées par le médecin-chef qui ne peuvent être réalisées que dans certaines situations. Là, vous avez un autre exemple de PISU, l'arrêt cardio-respiratoire, qui a permis, je vous le promets, de sauver des dizaines de milliers de personnes. Des exemples de situations, je vous l'ai dit, à 11 h, il y en a une, à 14 h, il y en aura une autre, à 16 h, vous aurez possibilité d'assister en contrebas du hall à des démonstrations avec des équipages d'ambulance et une infirmière. Vous verrez la mise en situation avec toute la compétence d'abord de nos équipages pompiers, nos compétences infirmiers et toute la télémédecine qui est utilisée. Et pour finir, voilà, je suis à votre écoute. Quelle est votre urgence à laquelle je pourrais essayer de répondre? Alors, on aurait aimé donner la parole à la salle. On a été un peu long, mais c'est bien parce que ça a été détaillé et c'est vraiment très intéressant. C'est bien d'être remonté aux origines et puis de voir l'évolution de tout ça et puis le nouveau pompier tel qu'il est, tel qu'il va être dans les prochaines années. Je pense que je conclurai par là, un pompier qui était pompier il y a 10 ans, s'il revient aujourd'hui, il ne reconnaît plus rien, si je comprends bien. On a eu des hommes du feu. Ouais. Progressivement, on a eu des hommes du secours, des hommes du feu qui sont rentrés dans le secours. Demain, avec les électrocardiogrammes, les injections de certains produits, vous aurez des hommes du secours et du soin parmi les pompiers. Demain, quand je dis demain, c'est d'ici 1 an, 2 ans, maximum 3 ans, ne soyez pas étonnés de voir des pompiers effectuer des petits actes de soins et surtout, en aucun cas ça ne remplacera des diplômes qui existent déjà avec des compétences supplémentaires. Les infirmiers, ils ne vont pas remplacer les infirmiers, ils ne remplaceront pas les médecins, ils sont là pour renforcer ce maillon secouriste. Évolution, adaptation. Bien, c'était le mantra de la conférence. Merci docteur. C'était très intéressant, merci beaucoup. Et on a appris beaucoup de choses grâce à vous. Et puis on a appris beaucoup de choses sur l'avenir de tout ça, en tout cas. Merci encore. Merci. Merci à vous.